Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette quatrième formation Bistro Brain, cette fois en partenariat avec Science 101. Je m'appelle Gabriel et je vais être votre animateur aujourd'hui. Et avant de se lancer dans l'atelier, je vais prendre 5 minutes simplement pour vous mettre en contexte. Alors, Bistro Brain est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme mission de rendre les connaissances et les découvertes scientifiques plus accessibles. À cette fin, nous créons beaucoup de contenus de vulgarisation, des présentations d'experts, un podcast, des formations variées et bien plus encore. Nos formations, comme celle d'aujourd'hui, s'adressent au public voulant développer leur fibre communicatrice car nous abordons plus en détail la vulgarisation scientifique. La dernière fois, nous avons couvert la communication grand public et aujourd'hui, ce sera la rédaction d'articles de vulgarisation. Alors, chez Bistro Brain, on est très fiers de nos 5 assets et de notre podcast, mais on reconnaît qu'un article, ça ne se prépare pas de la même façon qu'une présentation devant le public ou une entrevue. La rédaction, c'est un domaine de la vulgarisation qu'on connaît un peu moins. C'est pourquoi on est aussi enthousiaste que vous d'avoir avec nous ce soir Juliette François-Sévigny, qui va nous transmettre les connaissances qu'elle a acquises en menant plusieurs projets de rédaction d'articles vulgarisés. Juliette est étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Elle occupe le poste de coordonnatrice à la vulgarisation chez Science 101, où elle supervise l'ensemble du processus de publication, en plus d'y remplir le rôle d'éditrice en chef de la revue La Fibre. Science 101 est un organisme sans but lucratif ayant comme mission principale la promotion de la vulgarisation scientifique. L'organisme offre des formations et des conférences gratuites ainsi qu'un concours annuel adressé principalement aux membres de la communauté de l'UQAM. Alors, vous voyez que les deux organismes se rejoignent beaucoup. Juliette est également cofondatrice de Vérité ou quoi, une plateforme en ligne interactive conçue pour offrir aux étudiants collégiaux et universitaires un environnement d'apprentissage ludique où les mythes sont déconstruits avec de l'information vérifiée et vérifiable. L'ensemble de ces implications font donc de Juliette une experte en communication scientifique et elle a une expertise vraiment intéressante sur la vulgarisation, spécifiquement à l'écrit. Notez que pour la formation d'aujourd'hui, le mode de fonctionnement sera un atelier d'environ 30 à 40 minutes suivi d'une période de questions. Donc, c'est bien important de garder vos questions pour la fin pour assurer un bon déroulement, pour ensuite les poser à l'oral ou dans le chat. Juliette, c'est maintenant à toi. Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme le si bien dit Gabriel, bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est vraiment de regarder comment on écrit ça, un bon article de vulgarisation scientifique. Mais avant toute chose, je tiens simplement à mentionner si c'est possible de fermer vos micros simplement, qu'en fin de journée, parfois ma concentration est un peu moindre et je veux être sûre de donner tout bien ce que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, je vais... Voilà, bien là, écoutez, ça a si bien été dit préalablement, mais tout ça pour dire, effectivement, je suis coordonnatrice à la vulgarisation scientifique à Science 101, ce qui implique finalement le rôle d'éditrice en chef de notre revue La Fibre, que vous voyez à l'écran juste ici, là. Et je prends cette occasion finalement pour vous mentionner, bien, que La Fibre, la prochaine date de tomber, si vous voulez, là, après cette formation-là, là, vous dites, hey, mon Dieu, moi aussi, ça me tente de me lancer dans cette rédaction-là, bien, sachez que la date de tomber, ça va être le 15 mai prochain pour notre édition de l'automne 2022. Donc, peu importe votre université d'appartenance, peu importe votre discipline ou votre cycle, premier, deuxième, troisième cycle, peu importe, bien, vous êtes éligible à notre concours pour publier finalement dans La Fibre. Donc, sachez-le. Autrement, mais comme ça a été dit, j'ai d'autres expériences en communication scientifique, ce qui m'a amené à développer une expertise spécifique à l'écrit, finalement. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Bien, ça a été dit, mais quand même, à Science 101, notre mission première, c'est vraiment de promouvoir l'acquisition des compétences en vulgarisation scientifique, aussi la diffusion des connaissances et de valoriser la culture scientifique. Et là, donc, pour ce faire, comment on fait ça? Bien, par des formations et conférences comme aujourd'hui finalement, mais là ici en collaboration avec Bistro Brain, concours comme ça a été mentionné et la revue La Fibre. Donc maintenant, nous sommes prêts à commencer. Grosso modo, qu'est-ce que la vulgarisation scientifique? On va commencer par la base. Donc la vulgarisation, on dit évidemment, c'est de partager à un large public les nouvelles découvertes scientifiques. C'est donc de se faire comprendre. Hein? Et là, je mentionne ça, mais la vulgarisation scientifique, ce n'est vraiment pas là, un prétexte finalement pour impressionner notre lectorat de nos impressionnantes connaissances scientifiques.
Pour ça, si vraiment le besoin de reconnaissance est saillant présentement, je vous dis, faites-vous un compte LinkedIn. À ce moment-là, vous allez voir, là, ça peut répondre. La vulgarisation, par contre, ce n'est pas un moyen pour répondre à ce besoin-là. C'est vraiment plutôt là, de donner envie au lecteur du partage que l'on veut lui faire. Là. Et donc, bien, on essaie d'écrire simplement. Donc, par exemple, d'utiliser des mots simples, pas de jargon. Là, je le dis là, je vais le dire plein de fois. Pas de jargon. Composer des phrases simples aussi. Concevoir des explications simples. Par contre, ça ne veut pas dire que vulgariser égale simplifier son propos. Loin de là. Et là, pour ça, je vais faire un petit exemple. Peut-être qu'avez-vous été témoin vous-même ou, bref, partie prenante de l'exemple que je vais vous mentionner. Là, un enfant de 7 ou 8 ans qui demande à ses parents « Papa, maman, mais comment on fait ça des bébés? » Simplifier sa réponse, ce serait de dire « C'est quand la cigogne passe. » Tu sais, l'explication avec la cigogne, là, ça, c'est simplifier son propos. Une explication simple, par contre, pour un type d'enfant comme ça, un type d'enfant de 7 à 8 ans, là, ce que je veux dire, si c'est agi d'un couple hétérosexuel, on va dire ça comme ça, là, le parent pourrait dire, par exemple, mais c'est lorsqu'un homme et une femme, mais quand ils veulent faire un enfant, bien, le papa va mettre dans le ventre de la maman une graine de vie qui s'appelle spermatozoïde. Et là, il doit rencontrer la graine de vie de la maman qui s'appelle ovule. Et là, ces graines de vie-là, bien, vont s'unir pour former un bébé qui va mettre 9 mois à grandir et à naître. Là, ici, on vient d'expliquer simplement. Donc, bien évidemment, là, on s'adresse à des enfants. Généralement, aux adultes qui ont déjà compris le principe, on n'a pas besoin de dire ça. Mais bref, c'est juste pour vous illustrer que vulgariser ne veut pas dire simplifier son propos. Puis pourquoi je mets beaucoup d'importance là-dessus, c'est vraiment important de considérer que son auditoire est très intelligent. Ne pas avoir de connaissances spécifiques sur un sujet scientifique, ce n'est pas un manque d'intelligence quand même. Là. Moi, je n'ai aucune idée de la biologie cellulaire, je n'ai aucune connaissance là-dessus, pourtant, je me considère tout de même intelligente. Là. Puisqu'il n'y a pas si longtemps, en fait, j'avais été, j'étais devant, j'étais allée voir une présentation du vulgarisé. Là, la personne qui présente, à un certain moment, mentionne, bien, vous ne comprendrez sûrement pas, mais. Mais là, à ce moment-là, tu sais, déjà là, on met le public à un certain niveau qui est inférieur à la personne qui présente. Et pourtant, moi, ce que je me dis, c'est, vous ne comprendrez pas ou, pour l'instant, toi, tu n'es pas en mesure de nous expliquer simplement ce que tu as à dire. Et là est la différence. T'sais. Moi, j'ai pour mon dire que si les lecteurs qui vous lisent ont de la difficulté à saisir vraiment ce que vous abordez, c'est que vous l'avez échappé en quelque part. Vulgariser, ce n'est pas si simple que ça. Autrement, il n'y aurait pas des ateliers comme ça, hein, quand même. Donc, bref, c'était mon aparté. Autrement, la première mission en vulgarisation scientifique, c'est d'intéresser, de capter rapidement l'attention. Mais pourquoi? Bien, si dès les premières lignes, le lecteur n'est pas au fait, n'est pas intéressé finalement à poursuivre, bien, il ne poursuivra pas et donc, ce n'est pas d'informer la première mission, c'est vraiment d'intéresser. Le swipe à droite là, sur Tinder, c'est la même chose ici. On intéresse d'abord. Autrement, bien, vulgariser, ce n'est pas enseigner. Donc, un bon article de vulgarisation scientifique, ce n'est pas un texte encyclopédique. Tout comme une bonne conférence, en fait, ce n'est pas un cours d'université. Donc, c'est à garder en tête. Ah, bon, j'avais des GIFs, ils n'ont pas été synchronisés. Les prochains, je l'espère. Alors, bien, on va dire que là, après ça, ça vous tente vous aussi de rédiger un article. Bien, quelques principes généraux. Bien évidemment, connaître votre public. À qui est-ce que je m'adresse? Bien évidemment, en vulgarisation scientifique, on considère qu'on ne s'adresse pas à des spécialistes, mais tout dépendant, par exemple, si vous écrivez une revue professionnelle, parfois l'usage de certains jargons peut être de mise, même si on prend en considération générale que bien le public ne sait rien. Donc, voilà. Autrement, bien, identifier c'est quoi mes objectifs. Pourquoi est-ce que je vais me lancer dans cette rédaction-là? Est-ce que c'est de présenter nos derniers résultats de thèse? En fait, une partie de nos résultats de thèse, hein, pas tout. D'informer sur un domaine de recherche en particulier, de corriger des conceptions erronées, d'outiller certains milieux de pratique, de partager nos réflexions. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on voudrait vulgariser. Et là, c'est de choisir le bon véhicule. Moi, je vais vous parler de l'article, mais bien évidemment, on pourrait faire ça sous forme de podcast, de blog, de vidéo YouTube, chaîne YouTube, en tout cas. Maintenant, tout est possible finalement. Donc, voilà. Et là, je vais changer de diapositive. Souvent, on a la pression de choisir le bon sujet, sur quoi je vais écrire. Mais là, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a seulement des manières maladroites d'en parler. Et donc, c'est ce qui m'amène à introduire l'angle de traitement. L'angle de traitement, c'est quand même important dans un texte. Donc, c'est la manière finalement qu'on va venir aborder notre sujet.
Et là, on dit, bien que le sujet d'un article de vulgarisation scientifique doit être le plus précis possible, mais également le plus attirant possible. Bon, au niveau du plus précis possible, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'ai une citation. Qui trop embrasse mal étreint. Ben, c'est ça. Un sujet qui est trop vaste ne va jamais vraiment donner un bon texte. Donc, on s'en tient à 2 ou 3 idées principales. Et là, pour illustrer ça, voici un exemple juste ici. Par exemple, là, moi, je me dis, je vais écrire un article sur la pandémie de COVID-19. Bien, la pandémie de COVID-19, bien qu'on ait tanné d'en entendre parler, mais c'est un sujet très vague. Qu'est-ce qu'on veut aborder? Il y a tellement de volets. En fait, il y a tous les volets, finalement. Mais là, je dis, OK, ben moi, ça va être l'impact de la pandémie sur le Québec. Encore là, c'est trop vague. L'impact de la pandémie sur notre service de santé. Et gros, le service, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Le personnel soignant. Et là, finalement, on spécifie encore plus l'impact de la pandémie sur la santé mentale du personnel soignant. Là, c'est déjà là plus précis. Donc, par exemple, ça pourrait être de parler de l'anxiété, de la dépression, des symptômes dépressifs chez les personnels soignants, par exemple, les infirmières. Donc, bref, vraiment de rapetisser pour qu'est-ce qu'on va venir traiter. Voilà. Autrement, quand on parle de langue de traitement, on veut aussi qu'il soit attirant. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par attirant? C'est qu'on veut qu'il soit capable de capter l'attention, bien évidemment. Donc, il faut savoir que le lecteur est intéressé par ce qui le touche, comme nous finalement, on est intéressé par ce qui nous touche. Mais là, ça voudrait dire, par exemple, est-ce que la recherche traitée va venir perturber leur quotidien? Est-ce que ça s'inscrit dans un sujet d'actualité? Est-ce que la recherche en question, donc on veut faire la vulgarisation, est-ce qu'elle s'inscrit dans une controverse? Est-ce que ça porte sur un thème inusité? Bref, ça, c'est toutes des choses qui peuvent aussi venir toucher le lecteur. Justement, j'écrivais assez récemment là, dans le magazine de l'ACFAS, mais qu'est-ce qui peut bien toucher plus que l'autre, que l'authenticité d'une autre personne? Et là, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'appeler dans un centre gouvernemental. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, là, bref, vous vouliez parler à une personne. Puis là, ça vous dit, composez le 1 pour ci, puis après le 2, le 16, le 27, le 199. Là, tu sais, comme ça finit plus de finir, on parle à une voix automatisée, puis on veut vraiment parler à une autre personne. Mais c'est vraiment ça. On veut vraiment venir le toucher par l'authenticité d'une autre. Puis, par exemple, en septembre dernier, j'ai publié dans La Conversation un article de vulgarisation scientifique sur les parents, sur les défis quotidiens particuliers que les parents d'enfants doués et qui ont un trouble du déficit de l'attention vivent. Et la manière que je m'étais prise, c'était vraiment de se baser sur des écrits qui étaient qualitatifs. Donc, certains parents qu'on avait interviewés parlaient finalement de leurs défis. Et j'ai essayé justement de rendre ça à la lumière finalement de ce qu'ils vivaient. Et quand on regardait les commentaires là, sur Facebook, maintenant, tout se déroule sur les réseaux sociaux, quand ça se partage, bien, c'était vraiment ça. Sonia, nanana, taguait un Patrick tel qui dit « Hey, ça, c'est nous, c'est ça. Si on veut se sentir interpellé. Bien évidemment, la psychologie, moi, je suis dans le domaine de la psychologie. C'est sûr que c'est un sujet, un domaine qui se porte plus à ça, mais il reste que peu importe notre domaine, on essaie de venir toucher le lecteur. Voilà. Autrement, c'est bien, mais il reste qu'un article a tout de même de vulgarisation scientifique a tout de même une certaine structure. Là, ici, je l'ai imagé. Moi, je suis quelqu'un qui est visuel et c'est pour ça que je l'ai imagé. Ici, on aurait le titre. Par la suite, le premier paragraphe, c'est le chapeau. On va y revenir tout de suite après. Même chose pour l'amorce. Et ensuite, ce serait le corps du texte pour finir avec la chute. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller regarder toutes ces parties-là. Alors, le chapeau. Mais qu'est-ce que le chapeau? En fait, c'est le premier paragraphe, comme je disais, d'un article de vulgarisation scientifique qui contient environ 90 mots. C'est assez contenu parce qu'à la base, un article de vulgarisation scientifique, c'est entre 600 et 1000 mots. On n'en a pas tant que ça des mots, finalement. Donc, ce chapeau-là, ça vient vraiment faire écho à un certain résumé d'un article scientifique, mais dans un langage accessible cette fois-ci. Fait que c'est un résumé de notre article. Donc, il contient les 5 W. Bien, W en anglais, là, le when, what, the where, tout. Fait que, bref, en français, ça veut dire qui devrait contenir qui est directement concerné. De quoi est-ce qu'on parle ici? Où est-ce que le sujet se situe, le projet se situe, le quand et le pourquoi est-ce que c'est important d'en parler. Donc, juste à la lecture du titre et du chapeau, le lecteur, là, il devrait pas mal être au fait de qu'est-ce qu'on va traiter, c'est quoi les principales conclusions de tout ça.
Puis dans le fond, la question à se poser, c'est vraiment, mais qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne? Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va aller voir un exemple quand même. Par exemple, ici, dans le fond, ça provient d'un article qui a été publié à La Fibre au printemps dernier. Donc, ici, ça s'appelle les bactéries des alliés à double tranchant. C'est sur les bactéries, fait qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'il y en est. Là, ça nous dit ici, des alliés invisibles à l'œil nu contribuent tous les jours au bien-être de l'être humain. Ça, c'est le qui est concerné, l'être humain. En effet, les bactéries, le quoi, sont des micro-organismes constitués d'une seule cellule qui compose la microflore intestinale. Alors, où est-ce que ça se passe tout ça? Ils participent incognito à différentes fonctions physiologiques telles que la régulation de l'humeur et la digestion. Cependant, un déséquilibre de cette microflore, donc le quand, peut mener à des conséquences, des graves conséquences. Et là, ici, c'est le pourquoi c'est important de s'en préoccuper. Donc, il peut aller d'une infection bactérienne à des troubles de santé mentale. Donc, avec ça ici, le chapeau et le titre que vous voyez dans le bas de l'écran, finalement, on est capable de statuer finalement que l'article porte sur quoi? Les bactéries, mais que dans le fond, il y a des effets positifs à la bactérie, au rôle des bactéries dans le corps, mais également des effets négatifs. Par exemple, quand il y a un déséquilibre, ça mène à des conséquences graves, qui peut même aller jusqu'à des troubles de santé mentale. Fait que déjà là, puis effectivement, le reste de l'article, ça va venir vraiment décrire plus précisément là, de qu'est-ce qu'en était. Donc voilà. Autrement, le paragraphe à ne pas manquer, c'est l'amorce, qui est le deuxième paragraphe, finalement, celui qui suit le chapeau. Donc, l'amorce, en fait, c'est un paragraphe qui va venir servir d'appât, donc vraiment d'intéresser notre lecteur. Il ne faut vraiment pas le négliger parce que si à partir de l'amorce, le lecteur n'est plus intéressé, c'est l'amorce qui va faire en sorte que si le lecteur continue ou arrête sa lecture. Donc, il ne faut vraiment pas manquer notre mission de les intéresser. Donc, effectivement, ça doit donner envie aux lecteurs de poursuivre leur lecture. Et là, comme le dit si bien Sophie Malavoie, tout comme un étélagiste, vous devez placer des éléments capables d'attirer l'attention. Oui, il faut y penser ça. Et là, des interdits de l'amorce, parce qu'il y a des interdits de l'amorce, effectivement. Premièrement, ne jamais débuter par une généralité. Par exemple, l'espace a toujours suscité l'enthousiasme et l'émerveillement de l'homme. Une généralité comme ça, c'est ennuyant. Honnêtement, c'est ennuyant, puis c'est pas du tout original, on s'entend, c'est du déjà vu. I guess que j'ai écrit ça quand j'étais au secondaire, là, dans une composition écrite, là, c'est pas original. Fait vraiment boring, effectivement. Autrement, ne jamais commencer par une définition. Encore là, c'est pas très, ça vient pas vraiment chercher. Là. C'est pas, moi, quand je vois un texte comme ça, comment ça, le stress parental se définit comme étant non. Non, ça ne vient pas me chercher directement. Autrement, ne jamais remonter à la nuit des temps. Ce que je veux dire ici, on va regarder l'exemple. De l'âge de pierre, puis du feu, du bronze, du cuivre, du fer, depuis le 20e siècle, les polymères. Ouf, on est parti de loin quand même pour arriver aux polymères. Et en fait, ici, il faut, comme je le disais, un article de vulgarisation scientifique, c'est assez court. Là. On n'a pas le temps de faire des phrases qui ne servent à rien. Donc, ça ici, ne pas faire non plus finalement. On y va straight to the point. Ne jamais débuter par une description de son cadre de recherche. En fait, généralement, moi, quand je vais lire des articles sur la conversation, qui est un site finalement où on retrouve beaucoup d'articles vulgarisés, je ne m'attends pas à avoir une explication exhaustive là, de la méthode qui a été employée et tout. Là. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Et c'est justement ça qui intéresse généralement le lecteur. Donc, de savoir quel devis de recherche a été utilisé, je ne suis pas certaine que ce soit adéquat. Mais là, maintenant, je vous disais les contre-exemples, mais voyons des manières efficaces d'attirer l'attention. Le meilleur moyen, qui est le plus simple et le plus, plus efficace, là, je dirais, le présenter une statistique surprenante. Par exemple, le tiers des fillettes de 9 ans ont déjà essayé de perdre du poids. C'est quand même choquant là, comme statistique. Bien évidemment, là, mettons que ce serait dans un article qui parle de diète, là, qu'on pourrait dire ça, ou de troubles alimentaires, ou on s'entend si on parle de biologie cellulaire, peut-être que ça n'a pas lieu d'être, là, mais vous comprenez. Mais voilà, donc une statistique va venir, qui va me pousser à poursuivre finalement ma lecture, qui va avoir piqué ma curiosité.
Dans le même sens, on peut aussi utiliser une amorce de type mise en contexte. Je vous lis ce qui suit. Donc, 25 000 personnes touchées et plus de 100 000 morts en moins d'1 an. L'épidémie de fièvre Ebola a pris le monde par surprise. Même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a été forcée de reconnaître le manque de réactivité de ses troupes face à ce redoutable virus. Mais ici, quand même, la mise en contexte, on vient vraiment relever finalement les conséquences assez graves là, de cette fièvre Ebola-là. Donc, les centaines de milliers de morts finalement et même de reconnaître que l'OMS a manqué de réactivité. Donc, déjà là, on vient piquer la curiosité à savoir, bien, qu'est-ce qu'on suit à ça? Autrement, on a l'amorce interrogative. Donc, on va venir questionner un peu le lecteur à travers tout ça. Par exemple, des échanges de gènes peuvent-ils se produire entre espèces éloignées? La réponse pourrait bien être oui, selon certains chercheurs. Oh, moi, je serais vraiment intéressée à poursuivre ce qu'il y en est. Quelles espèces? Ah ouais, comment ça se fait? Non, non, non. Bref, là, on vient piquer encore une fois la curiosité sous forme de questions à ce moment-ci. Autrement, l'amorce qui interpelle le lecteur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment demander au lecteur là, de s'imaginer selon ce que l'auteur le désire. Par exemple, ici, imaginez que vous êtes pris en voiture dans la circulation, vous ragez. Mais que pouvez-vous faire? Tout simple, vous déployez vos hélices et vous vous envolez. Je sais, on parle de voiture volante depuis maintenant 50 ans, mais maintenant, ce n'est plus un mythe. Donc là, ici, c'est comme un peu une espèce d'atmosphère. On amène le lecteur à s'imaginer dans un certain contexte. Et là, bien évidemment, là, on parle des voitures volantes. C'était de ça, finalement, le sujet du texte. Ça a quand même rapport. Mais ça me fait penser justement à un texte qui a été publié dans la Fibre, l'édition dernière. C'est sur la pleine conscience. Donc, une petite de méditation, en guillemets. Donc, puis l'amorce que l'auteur a utilisée, ça a été vraiment un exercice de pleine conscience. Donc, comment on se sent quand on fait de la pleine conscience. Parfois, notre esprit peut dérailler, se déconcentrer, et là, on le recentre. Mais bref, c'est une manière également de faire, là, finalement. Et bien, finalement, l'amorce fiction. Par exemple, ici, le 5 juillet 2030, l'homme pose le pied sur Mars. Bref, là, on amène le lecteur à s'imaginer un certain contexte de fiction, bien évidemment. 2030, c'est quoi que ça arrive bientôt, mais ce n'est pas demain. Donc voilà, bref, c'est quelques manières finalement d'aborder l'amorce. Bien évidemment, pour commencer, moi j'ai tout le temps une statistique. Ça peut tout le temps, ça fait l'effet escompté, là. Autrement, quand on parle du corps du texte par la suite, bien, le principe le plus important en vulgarisation scientifique, c'est d'aller du particulier au général. Et ça, là, vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien ça. Aller du particulier au général, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi, je fais une recherche, là. Puis là, ma recherche, là, c'est vraiment, ça vise à comparer le stress que vivent les parents qui ont d'un enfant qui a une maladie X à des parents qui ont des enfants mais qui n'ont pas de maladie. Puis là, je veux voir c'est qui est plus stressé là-dedans. Mais dans un article de scientifique, comment j'aborderais ça? Mais d'abord, j'expliquerai quelle est la maladie, comment se définit le stress parental. Puis là, ensuite, j'écrirai comment je compte faire mon étude. Je présenterai les résultats, je discuterai des résultats, puis je conclurai. Mais dans un article de vulgarisation scientifique, c'est les résultats qui nous intéressent. Par exemple, si ça montre que c'est les parents d'enfants d'une maladie X qui sont plus stressés, c'est d'emblée ça que je montre à mes lecteurs. C'est de ça d'emblée que je présente. Là, finalement, on n'a pas le temps de s'éparpiller sur la définition du stress parental et quels sont tous les effets là-dessus. Non, non, non. On y va straight to the point et c'est les résultats qui sont intéressants ou les faits saillants. C'est parfois, c'est pas nécessairement une recherche telle quelle, là, finalement, qu'on vulgarise. Là. Donc, voilà. Mais bref, aller du particulier au général. Maintenant, la chute, le dernier paragraphe d'un article de vulgarisation scientifique. Donc, la chute, en fait, à l'instar d'une conclusion, ce n'est pas une conclusion. Là. Pourquoi ce n'est pas une conclusion? Parce qu'une conclusion, c'est donc de résumer. Mais là, théoriquement, notre résumé, c'est le chapeau, le premier paragraphe. Fait que là, qu'est-ce qui sert finalement à la chute? C'est vraiment d'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'amener notre lecteur à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Nous allons regarder un exemple pour mieux illustrer ce que je dis. Par exemple, encore sur l'article des bactéries, les alliés à double tranchant de tout à l'heure, finalement,
Ça dit ici, les interactions qui existent entre l'être humain et les bactéries sont d'une extrême complexité et leur importance est indéniable. La possibilité de considérer le microbiote dans le traitement des maladies neurodégénératives ou les troubles de l'humeur effleure l'esprit de plusieurs scientifiques. La solution réside-t-elle dans la composition bactérienne du microbiote? Seul l'avenir nous le dira. Bien là, ici, qu'est-ce qu'elle vient de faire, l'autrice, là? C'est vraiment d'introduire, mais pourquoi pas intégrer le microbiote dans le traitement des maladies neurodégénératives. Et là, seul l'avenir nous le dira. Là, tu sais, c'est comme une ouverture vers l'avenir. Bien évidemment, dans notre ouverture vers l'avenir, on essaie que ça suscite plus d'espoir que de désespoir, là, généralement, petit conseil. Mais voilà, finalement, donc, ce n'est pas une conclusion. Ça, c'est une des principales erreurs qui est commise, de faire un wrap-up de tout ce qui a été abordé, considérant que le premier paragraphe, c'est un résumé, en quelque sorte un résumé. Bien, maintenant que ceci étant dit, on va quand même s'attarder au titre. Parce que le titre, c'est assez important. Hein? Théoriquement, souvent des articles de vulgarisation scientifique, après, c'est reparti. On veut que ça soit lu par le plus grand nombre de personnes. C'est ça, on s'adresse au grand public. Hein? Fait que généralement, ça va être partagé sur les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une image avec un titre. Fait que là, le titre, on prend le temps de s'y attarder. Et là, on dit que ça doit composer moins de 10 mots. Bien évidemment, comme je dis, straight to the point. Là, je sais qu'en recherche, il y a plusieurs personnes qui ont des articles scientifiques avec des titres de 32 mots. Ça existe. Mais là, ici, bien évidemment, ici, ce n'est pas vraiment le contexte là, pour faire des titres de 32 mots. Il doit être créatif, peut même faire sourire le lecteur. Bien évidemment, il donne une bonne idée là, du sujet que va traiter l'article. Fait que, oui, la créativité, mais il faut que ce soit une créativité qui soit comprise par tout le monde. En tout cas, qu'on essaie que ce soit compris par tout le monde. Et là, éviter que les des 2 points dans le titre. Pourquoi je dis ça? C'est souvent que mettre des 2 points dans un titre, ça va amener à faire un très, très long titre. Fait que c'est vraiment d'être prudent avec ça. Puis, bref, moi, je vous dis, inspirez-vous de Narcity. Ils ont compris le concept avec les titres. Ça l'amène des clics, en tout cas. Bref, des exemples, on va en regarder. Bon, je reviens tout le temps avec mon exemple sur les bactéries. Là. Des bactéries, des alliés à double tranchant, bien, c'est clair. L'article parle vraiment de bactéries, puis des effets positifs et négatifs, là, finalement. C'est vraiment des alliés à double tranchant. Autrement, on a déjà aussi publié « Écrire poisson sans poison ». Quand même un jeu de mots, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on parlait? C'est qu'on parlait du mercure qui se retrouvait dans les poissons que l'on consomme, mercure étant un poison. Donc, encore là, tu sais, c'est encore d'actualité, c'est en lien avec ce que l'article traitait. Dans le même sens, le masculin emporte-t-il réellement sur le féminin? Bien, écoutez, c'est vraiment ça l'article. C'est vraiment de ça traite, mais d'un point de vue linguistique. Donc, voilà. Un contre-exemple, par contre, l'espace commun de co-construction comme vecteur de praxis, la réflexivité comme condition signe que non à la scientificité. Bien, tu sais, moi, quand la première fois j'ai lu ça, c'est la phrase que je faisais. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir compris le sens. Fait que généralement, ça nous indique que ce n'est pas un bon titre dans les conditions de la vulgarisation scientifique. On va regarder d'autres exemples de titres. Donc, par exemple, ici, on a « Existe-t-il un profil psychologique commun aux individus radicalisés? » Bon, généralement, la sous-forme de question, c'est pas qu'est-ce qui est le plus encouragé, quoique, tu sais, on s'entend, il n'y a jamais vraiment d'interdit comme tel, là. Mais voilà. Autrement, profil psychologique, tu sais, moi qui est en psychologie, c'est quand même clair. Par contre, moi, je me dis que pour des personnes qui ne sont pas nécessairement en psychologie, je ne suis pas sûre que c'est si limpide. Par exemple, là, que ça pourrait mener à les racines de la radicalisation. Donc, quelle est l'origine de la radicalisation? T'sais, on s'entend, c'est beaucoup plus court aussi, là, ça. Autrement, multinationale canadienne et violation des droits humains, éternelle impunité, point d'interrogation. Mais là, il y a les 2 petits points que j'aime pas. Puis là, autrement, il y a comme un point d'interrogation, mais il n'y a pas de structure interrogative. Bon. Mais bref, on peut quand même simplifier ça. Les multinationales au banc des accusés. Et puis ça a du power quand même, là, le deuxième titre, là. C'est quand même plus de power, là. Donc, bon, un titre, ça ne se trouve pas en 10 minutes. En tout cas, généralement pas. Si oui, tant mieux. Autrement, vraiment d'en parler, j'ai l'impression, avec des personnes que vous êtes proches, là, puis même des personnes qui ne sont pas dans le domaine, c'est souvent les meilleures personnes, hein, finalement, pour trouver des idées originales. Puis c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. Même chose pour les intertitres.
Bon, là, petit point sur les intertitres. Donc, c'est les autres titres qui se trouvent dans le texte. Généralement, une des erreurs, c'est qu'on voit parfois se trouver entre le chapeau et l'amorce un titre. Mais théoriquement, le chapeau, c'est le résumé. Donc, si on aurait un titre résumé, fait qu'on n'a même pas encore commencé l'article, puis on aurait un autre titre ici, un intertitre. Fait que ça, c'est une erreur, finalement. Théoriquement, le premier intertitre devrait se trouver après le premier paragraphe du corps du texte. Bon, c'est quand même spécifique, là, c'est ici comme information, mais je vous le dis tout de même. Autrement, ben, les intertitres, encore là, c'est important de moindrement se creuser les méninges pour trouver quelque chose qui est créatif. Mettons, si moi, je parle de la crème hydratante, puis là, je sais pas, les points positifs de la crème hydratante, les points négatifs de la crème hydratante, c'est pas un peu ça. Fait que là, de trouver, même ça pourrait dire la même chose en d'autres mots, mais qui serait un peu plus original. Parfois, ça peut aussi reprendre des bouts de phrases qui est dit dans le paragraphe là, qui suit là, finalement. Comme ils font dans les magazines Elle Châtelaine de ce monde. Là. Donc, voilà. Autrement, on va aborder quelques... Là, on a fini sur la structure. Quand même, ça, c'est le bout le plus rough, là, théoriquement. Fait que là, après, on a du fun. D'autres principes en vulgarisation scientifique, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais les jargons, c'est non. Par exemple, ici, de remplacer leucocyte par globule blanc, c'est quand même plus... ça donne plus de référents tout de même là, que leucocyte parce que c'est un peu plus intégré dans le langage commun, finalement. Là, je dis, les jargons, c'est non. Par contre, il ne faut pas non plus... Qu'est-ce que j'ai? Il faut que ça soit pris avec la flexibilité aussi. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir l'usage de certains jargons. Par exemple, dans un article qui a été publié à la FIB qui parlait des sports organisés, l'effet des sports organisés, là, les sports parascolaires, par exemple, ça avait des effets positifs sur la santé mentale des enfants. Et là, la santé mentale, elle est abordée sous l'angle de symptômes internalisés et externalisés. Ça, c'est du jargon. Par contre, internaliser, par exemple, des symptômes internalisés, ça fait plus référence à de l'anxiété, de la dépression, alors qu'externaliser, vers l'extérieur, par exemple, de l'agitation motrice, hyperactivité. Donc, bien évidemment, ça a dû être expliqué. Puis non seulement ça, il y a des petites étoiles qui ont été mises, par exemple, au-dessus d'internaliser puis d'externaliser pour référer à un lexique subséquent qui les définissait aussi. Donc, c'est non, mais quand on en utilise, bon, c'est vraiment avec parcimonie, là, pas beaucoup. Puis, on utilise justement, on les explique, on réfère à des lexiques pour ne pas le laisser le lecteur dans le néant. Là. Hépatotoxique, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faudrait justement qu'il y ait un lexique qui me le dise. Voilà. Autrement, évitez les mots qui ne servent à rien. Je vous montre un exemple. Tel que mentionné préalablement. Oh! Justement, ça a été mentionné préalablement, ne le mentionne pas. On n'a pas beaucoup de mots. 100 000 mots, short and sweet. Ces résultats permettront à des équipes de recherche efficaces de développer des programmes d'intervention d'une grande importance, impliquant divers acteurs de diverses disciplines. Sérieusement, moi ici, je ne sais pas vraiment, on ne sait même pas c'est quoi les programmes d'intervention, par contre, ils sont d'une grande importance. Divers acteurs, pour vrai, je ne sais pas vraiment ce que cette phrase-là apporte. Puis justement, quand on écrit un article de vulgarisation scientifique, en fait, quand on écrit tout court, là, généralement, une phrase, une idée. Je te dis, ça rend tout plus simple. Donc, voilà. Autrement, aucune opinion ne devrait transparaître. Bien évidemment, c'est de la vulgarisation scientifique. Ça s'appuie d'abord et avant tout sur la science. Ce n'est pas un plaidoyer finalement qui est fait ici. So, keep your opinions to yourself. C'est bien dit. Donnez des exemples. Par exemple, ici, la maladie d'Alzheimer se traduit par des pertes de fonction intellectuelle. Fonction intellectuelle, aucune idée. Par contre, là, on s'en dit, tel que la mémoire, là, j'ai des référents, le langage, le jugement et l'orientation. Fait que là, on vient appuyer par des exemples de quelle fonction intellectuelle, quelle fonction que ça pourrait référer. Fait que là, juste à cause des exemples, on n'a pas besoin de définir fonction intellectuelle, qui pourrait être considérée comme un jargon aussi. Autrement, comparer avec des éléments connus. Si je vous dis, saviez-vous qu'un humain peut produire plus de 50 000 litres de salive au cours de sa vie? Bon, moi, pour vrai, les gros chiffres comme ça, je ne sais jamais vraiment à quoi ça réfère.
Par contre, si je vous dis, mais ça, c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques, OK, là, on comprend que c'est beaucoup, on salive beaucoup au cours de notre vie. Là, ça vient faire un peu plus de sens, on a imagé la chose. Autrement, bien, pourquoi pas utiliser des analogies, métaphores, hyperboles. Ça ici, c'est un extrait finalement d'un article qui va bientôt être publié dans la fibre. Et là, c'est sur les diètes alimentaires, les restrictions alimentaires. Là, donc. On dit ici, en présence d'un déficit énergétique, le métabolisme basal diminue. De la même manière que notre cellulaire tombe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est faible, cette adaptation vise à maintenir les fonctions vitales du corps en période de restriction. Donc là, ici, on fait vraiment référence comme analogie finalement à la fameuse le cellulaire en mode économie d'énergie. Généralement, la plupart des gens ont un cellulaire, puis la plupart des gens ont déjà vécu aussi quand notre cellulaire est en économie d'énergie. Donc, on est capable de faire le parallèle. OK, quand je ne mange pas assez, c'est ça qui se passe. T'sais. Fait que bref, ça, je trouvais que c'était une très belle analogie. Autrement, pourquoi pas un peu d'humour? Bien, justement, comme ça, je pense que je n'avais pas tant mentionné ça tout à l'heure, mais bref, j'ai fait partie d'un projet de vulgarisation scientifique qui s'appelle Pour ne pas dormir debout, donc qui vise finalement à promouvoir les bonnes habitudes de sommeil auprès des adolescents. Et au cours du projet, bien, on a formulé un quiz. Et là c'est bien c'est pour des adolescents, mais on y a intégré de l'humour quand même. Par exemple, ici, une des questions du quiz, c'est quand est-ce que tu devrais parler de tes problèmes de sommeil à un professionnel de la santé? Et là, dans les choix de réponse, tu as si tu te réveilles la nuit autant de fois que le mot COVID-19 a été dit depuis 2 ans, c'est beaucoup de fois ça. Si tu te réveilles tôt, si tu te réveilles si tôt le matin que ton réveil matin pense bientôt à prendre sa retraite, si tu as autant d'énergie qu'un paresseux le jour, c'est comme tout, on s'entend, on n'est pas en train de s'esclaffer à ce point-là, mais quand même, c'est comme, il y a un effort qui est fait. Même chose, qu'arrive-t-il lorsque tu ne dors pas suffisamment? Te sentir aussi déprimé que Garfield un lundi? Avoir envie de pleurer si facilement que ta contribution à l'élévation des niveaux des mers t'inquiète? Te sentir aussi anxieux que Ron Weasley face à des araignées? Bien évidemment, il y a d'autres choix de réponse qui étaient aussi sérieux là-dedans. Mais tout de même, intégrer de l'humour, bien évidemment, si c'est faut aussi que ça vous parle. On s'entend, moi, d'emblée, l'humour, c'est quelque chose qui va me... Je tends vers ça. Mais pour d'autres personnes, qui sont plus ou moins à l'aise là-dedans. Donc, bien évidemment, on se respecte dans notre rédaction, tout de même. Mais maintenant que ceci est dit, bien, respecter certains principes stylistiques, bien évidemment. Donc, une phrase trop longue devient pénible à lire et à comprendre. Bien, ça, j'imagine qu'on a tous déjà expérimenté de lire une phrase là, qui finissait plus de finir, puis là, tu dois vraiment prendre des respirations quand tu lis à voix haute. Ben, c'est la même chose. Mais là, ici, bien évidemment, là, on essaie vraiment de faire des phrases très courtes. Là, on dit, c'est quoi? C'est en bas de 14 mots, 21 mots? Je pense que c'est 14 mots. Mais bref, des phrases courtes dans tous les cas. Autrement, pourquoi pas choisir des verbes variés? C'est-à-dire que oui, les verbes avoir, être, faire, voir, mettre, utiliser, dire, c'est tous des termes qui sont des verbes qui sont bien utiles, mais il en existe vraiment d'autres. Par exemple, plutôt qu'écrire leur cerveau sont différents, donc son qui est le verbe être, pourquoi pas dire leur cerveau diffère. Bon, mais ici, c'est pas nécessairement de la vulgarisation scientifique puisqu'il y a des principes stylistiques, mais tout de même. Dans le même ordre d'idée, ça méfie des synonymes. Parce que là, dans le fond, on dit l'utilisation de plusieurs termes pour désigner une même chose, surtout si l'on oublie de l'indiquer qu'ils sont synonymes, perdra vite vos lecteurs. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de fonctions intellectuelles, là, qui étaient notamment la mémoire, le langage et tout ça. Mais fonction intellectuelle, on pourrait aussi utiliser fonction cognitive. Mais par exemple, si d'emblée, ça se peut que le lecteur ne soit pas en mesure de faire ce lien-là, surtout s'il n'est pas dans le domaine de la neuropsychologie. Là. Donc, les synonymes, je comprends, on veut varier ça, mais il faut faire attention tout de même. Même chose, bien là, limiter les abréviations, les sigles, les acronymes. Je sais que parfois, il y a des acronymes qui sont plus utilisés que d'autres. Mettons, si je dis TDAH. Présentement, TDAH, je pense que ça a tellement été médiatisé comme trouble que, OK, hyperactivité, inattention. Fait que là, OK, là, on a plus de référents, mais généralement,
on n'utilise pas nécessairement d'acronyme ou à tout le moins, on le fait avec parcimonie, là. Et bien évidemment, adopter autant que possible l'écriture inclusive et la rédaction épicène. Et bien, comme pour n'importe quelle chose, bien, on travaille et on retravaille son article de vulgarisation scientifique. Parfois, j'ai l'impression qu'on aborde la vulgarisation scientifique comme si c'était facile, mais c'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. Donc, c'est vraiment de mettre finalement l'effort. Puis, notre premier article de vulgarisation scientifique a souvent besoin de révision. Puis, justement, à la fibre, si vous soumettez, vous avez ce support-là, ce soutien-là de la part de notre équipe de réviseurs qui vous soutient finalement dans OK, quelles sont les modifications à faire et comment faire pour que votre texte soit le plus sacoche, le plus accessible, le plus original, tout. Mais bref, fait que pour une première expérience, ça peut être une opportunité à envisager. Et bien, quelques ressources, bien, d'emblée, ça, je me suis beaucoup basée sur ça pour cette formation-ci. Donc, le guide pratique de vulgarisation scientifique de Sophie Malavoie, quand même, qui a vraiment de très bons conseils. Autrement, notre prochaine parution là, de la fibre qui sort en mai prochain, bien, il va avoir, je me suis permise finalement d'écrire un petit numéro sur bien, comment on écrit ça, un article de vulgarisation scientifique avec certains principes que je viens de vous expliquer, les plus importants, bien évidemment. Autrement, on a aussi le guide de vulgarisation scientifique de Pascal Lapointe et Écrire pour être lu de Marie-Paul Primo. En fait, Marie-Paul Primo, qui est l'éditrice en chef de la revue Dire, qui est associée avec le FISCUM là, de l'Université de Montréal. Donc, ce sont tous des ressources là, qui peuvent vous aider dans cette rédaction-là. Autrement, bien, on serait rendu déjà finalement à la partie questions et commentaires. Donc, ne soyez pas gênés, don't be shy, be a star, comme ils disent. Mais si vous l'êtes quand même, je vous laisse mon adresse courriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, bien voilà. Merci beaucoup, Juliette. Super intéressant. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, on vous invite à les poser maintenant, que ce soit par écrit dans le chat ou de vive voix. On va y aller avec une question qui a été posée pendant la présentation de Felipe. Donc, on dit que, Juliette, tu mentionnes souvent les résultats de recherche et d'éviter la méthodologie ou ce genre de détails. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est selon toi, les étudiants qui commencent leur projet, qui n'ont pas encore de résultats, est-ce qu'ils peuvent écrire, sur quoi ils peuvent écrire, comment ils peuvent faire ça? S'ils peuvent écrire sur leur projet. Donc, comment est-ce que je parle de mon projet si je n'ai pas encore de résultats? C'est vraiment une bonne question parce que, écoutez, j'ai publié un article justement moi aussi sur mon sujet de thèse. Je n'ai pas encore de résultats, mais j'ai quand même permis d'écrire, notamment sur c'est quoi en ce moment l'état des connaissances actuelles. Moi, ma thèse, je le fais sur le stress parental des parents d'enfants doués et TDAH, donc troubles déficitaires de l'attention. Et j'étais allée voir finalement, mais qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Et je me suis dit, ben pourquoi pas vulgariser ça? Et j'en ai fait vraiment un article que j'ai publié dans la conversation. Donc, c'est une manière de faire, effectivement, ça prend du temps, là, les résultats quand on commence maîtrise, doctorat, peu importe, mais il y a quand même des manières de faire. Donc, ça peut être une manière. Je ne sais pas si ça répond à la question. Super, ben oui, ça répond super bien. On a quelqu'un qui voudrait savoir qui est le public visé par la fibre. Le public visé, d'abord et avant tout, la fibre, ça va s'adresser à des étudiants. Donc, c'est vraiment pour les préparer, surtout à bien vulgariser leur recherche. Fait que d'emblée, ça a aussi un auditoire étudiant. Par contre, on reçoit des commentaires disant que c'est lu aussi par monsieur, madame, tout le monde finalement. Là. Donc, un auditoire assez large, mais d'emblée, étant donné qu'on vise des étudiants, souvent, ça va être partagé sur leur compte Facebook et tout. Donc, c'est souvent d'autres étudiants qui en lisent, mais on sait très bien que c'est pour tout le monde et que ça vise tout le monde. Super. On a Arthur Gandin qui voudrait poser une question de vive voix. Alors, je vous invite à y aller. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui.
Ouais, super. Bah, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressante. Et j'avais deux petites questions un peu liées. Déjà, je voulais savoir un peu, tu parlais au niveau du texte, du corps du texte. Est-ce qu'il y a des tailles qui sont un peu exigées, on va dire, des tailles du corps du texte au niveau du nombre de mots, etc., ou c'est assez libre souvent? Je dirais que c'est assez libre. Par contre, c'est sûr que de faire des plus petits paragraphes, c'est sûr que ça va faciliter un peu plus la lecture. Soit, par exemple, des petits paragraphes de 250 mots. Bien évidemment, on ne veut pas non plus être rigide à ce point-là. Je pense que tout dépendant, je pense que peu importe la manière que ça peut être apporté, ça peut être intéressant, mais d'emblée, moi, je dirais que des petits paragraphes, c'est souvent mieux. Tu sais, comme, ici, mettons, on va traiter des aspects positifs de je ne sais pas trop quoi, ben, on en fait un petit paragraphe, à moins que là, mais bref, vraiment de contenir son idée principale ou secondaire, là, bref, dans un petit paragraphe, et là, on en fait quelques-uns comme ça, là, finalement, ça vient vraiment maintenir plus. C'est plus encourageant aussi. Ah, là, j'ai fini un paragraphe, en tout cas. Peut-être que ça, c'est juste Ok. moi qui pense ça, mais bon, Ouais, voilà. mais c'est par exemple là avec la fibre, est-ce que vous mettez un peu des consignes de taille de texte et aussi de thème, ou est-ce que c'est assez libre? Non, c'est ça, c'est totalement libre. Là. Finalement, on en a Ok. vraiment sur tous les sujets. Voilà, mais autrement, tu sais, vraiment que nous, en termes de structure qu'on désire, bien évidemment, le chapeau que là, on dit, OK, 90 mots, tu sais, de résumé, Ouais. l'amorce par la suite d'une centaine de mots généralement. Autrement, tu sais, le corps du texte, mais là, tu sais, en gros, nous, c'est 1000 mots maximum, pardon. Fait que, après, on essaie de gérer ça, mais il n'y a pas de structure directe pour ce point-là. Ok, super. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a une question de Anne Préjean. Juliette, est-ce que tu as des trucs pour nous aider à écrire de manière inclusive sans trop alourdir le texte? Oui, ben d'emblée, par exemple, souvent, tu sais, les thèmes, par exemple, chercheuse, ça vient souvent. Mais tu sais, on peut utiliser, par exemple, le terme scientifique, que là, déjà là, tu sais, il n'y a pas de chercheurs. J'ai la misère avec les chiffres, mais chercheurs et chercheuses. Mais autrement, tu sais, nous, à la FI, finalement, on va venir féminiser, c'est-à-dire étudiante pour genre, le T.es. Fait que c'est sûr que ça aussi d'emblée, moi, aussi à la base, là, je trouvais que ça venait alourdir, mais bien évidemment, avec les quelques années là, que j'ai fait ça, moi d'emblée, par la suite, ça vient, on dirait, automatique, puis je ne trouve plus que ça alourdit nécessairement. Mais quand c'est possible d'utiliser des mots justement là, scientifiques qui incluent tant féminin que masculin, on y va. Donc, on peut trouver des manières de formuler de cette manière-là. Autrement, à ce niveau-là, je dirais que je ne suis pas encore la meilleure à cet effet. Donc, je reconnais où sont mes limites aussi, mais voilà ce que je répondrais. On a Constance qui demande si tu as d'autres exemples de plateformes en ligne où on cherche des vulgarisateurs ou qui proposent des thèmes à vulgariser. Ou qu'on peut publier, par exemple. C'est pas spécifié dans la question, mais oui, vas-y comme ça. OK. Autrement, je demanderai de spécifier. Mais là, finalement, que pour des étudiants, là, ou bref, peu importe, là, qui est possible de publier, je parle, ben, c'est bien évidemment la fibre, qui est peu importe l'université. Autrement, la conversation, ça peut être une super belle expérience. Tout dépendant de votre université, je sais que la revue Dire, ben, les étudiants de l'Université de Montréal peuvent soumettre. Autrement, je sais qu'il y a le Psy Curieux, que ça, c'est pour les étudiants en psychologie, par contre. Là. Et là, je pense qu'il y a aussi la revue Fragment pour, bref, des opportunités finalement là, puis il y a c'est-tu Agence Science, en tout cas. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a des plateformes comme ça. Je pourrais autrement faire la liste puis les rendre disponibles à BistroBrain pour. Ça peut être utile à d'autres, là, finalement. Là. On a Nicolas Belair qui aimerait poser une question de vive voix, alors je vous encourage à y aller. Oui. Bonjour, bonjour. Hey, merci beaucoup pour la présentation, super apprécié, très intéressant. J'avais une question par hasard. Est-ce que vous acceptez à la fibre des formats bande dessinée par hasard? Tu sais, mettons, ça peut-tu être des. Avec des images, là, tout le kit? Très bonne question. En fait, on n'accepte pas à la fibre comme telle. Par contre, pourquoi?
Pourquoi on fait ça? C'est parce que nous, dans le fond, on a notre concours également. Donc, le concours de vulgarisation scientifique, par contre, qui a pris fin en mars dernier, mais que là, on demande justement tout ce qui est format BD, infographie, vidéo et podcast, finalement, d'être soumis pour qu'on en détermine finalement les gagnants, finalement les meilleurs. Et souvent, la BD gagnante là, ou l'infographie gagnante va être publiée dans la fibre. Ce qui n'est pas possible avec une vidéo, là, étant donné ce papier. Mais c'est comme la manière que souvent, parfois, vous pouvez voir à la fibre qu'il y a des BD ou des infographies, mais c'est à cause du concours. Mais d'emblée, c'est vraiment les textes. OK, donc c'est vraiment le concours en tant que tel qui permet par la suite d'être publié dans la fibre, mais on ne peut pas faire ça directement à la fibre en tant que tel. C'est ça, mais bref, j'en prends bonne note, je vois qu'il y a des intéressés, donc ça reste dans notre bloc-notes. Hey, c'est super, merci beaucoup. On va y aller avec une dernière question de Seydou Badiane. Moi, je vais résumer ça. En fait, comment est-ce que toi, tu proposes de gérer les références ou la bibliographie dans un article de vulgarisation? Oui, bien bonne question. D'emblée, souvent, c'est qu'on va mettre... en tout cas, je ne sais pas si c'est d'un point de vue technique exactement qu'on demande de répondre. Mais par exemple, souvent, on va mettre comme par exemple, références, c'est-à-dire comme mettre un 1 à côté de tel mot qui va venir après qu'on met toutes nos références à la fin, là, comme mettre en exposant puis références. Bien évidemment, les références, là, on a un article de vulgarisation scientifique, donc avoir 32 références, plus ou moins, là. C'est-à-dire que généralement, c'est assez limité, bien évidemment. Là. Un peu plus, on n'est pas dans un article scientifique. Donc, ça aussi, c'est. Ça faire attention. Souvent, c'est aussi pour ça que dans les concours de vulgarisation scientifique, ils disent genre maximum 10 références. Là. Si parfois, ils demandent les références, puis parfois, ils disent qu'ils ne veulent pas de références. En tout cas, peu importe. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils en demandent un faible nombre. Super, merci beaucoup. Je vois encore plein de bonnes questions. On va devoir se quitter malheureusement. Alors, merci beaucoup, Juliette, de ta présence avec nous ce soir. Merci à l'audience, tout le monde qui est venu nous voir. De la part de toute l'équipe BistroBrain, je tiens à vous remercier pour votre présence à la maison et nous espérons que vous vous sentez mieux équipés pour vos projets de rédaction. Je vous invite, si vous voulez en apprendre plus, à aller consulter le site Internet de Science 101. Donc, il y a des ressources supplémentaires sur la rédaction ainsi que toutes les éditions de la revue La Fibre. Super intéressant, ça vaut la peine. Je vous invite aussi à assister au prochain 5 à 7 de BistroBrain qui s'intitule Espace, Science et Fiction. Ça aura lieu le 6 avril au Bois-Québière en partenariat avec le FCMS, le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Vous aurez le droit, en plus de nos présentations habituelles, à une analyse scientifique du film Interstellar. Ça promet d'être intéressant. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos prochains événements et merci beaucoup. À la prochaine.